Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SPAR, pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le professeur Johan Launay pour parler de la thrombophlébite cérébrale post-traumatique. Bonjour Johan. Bonjour David. Une première question. Est-ce que c'est fréquent, cette thrombophlébite cérébrale traumatique, post-traumatique? Alors, en effet, c'est une pathologie qui est assez rare, hein. Si on prend l'ensemble des thrombophlébite cérébrales, toute étiologie confondue, ça représente un peu moins d'1% de l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux. Mais dans le cadre du traumatisme crânien, l'incidence, avec les données dont on dispose, qui sont de qualité discutable parce que essentiellement rétrospective, on arrive à des incidences de 7 à 40% lorsqu'il existe une fracture du crâne associée, par exemple. Donc, une pathologie assez rare. Et si vous voulez regarder sur PubMed, par exemple, en faisant une recherche thrombophlébite cérébrale traumatique et traumatisme crânien, on retrouve assez peu d'articles. Il semble y avoir un regain, ou plutôt un gain d'intérêt ces dernières années, mais c'est quand même une pathologie assez mal connue, et donc des prises en charge qui sont mal codifiées jusqu'à présent. Et pourquoi on s'y intéresse de nouveau là récemment? Pourquoi c'est revenu un petit peu à la mode? Alors pourquoi on s'y intéresse? On s'y intéresse parce que il y a quelques études, grosses études rétrospectives, en particulier sur des grosses séries américaines, hein, qui regroupent 900 trauma centers, avec des patients traumatisés crâniens de l'ordre des effectifs de l'ordre de 400 000 à 1 million de traumatisés crâniens. Et on a des données qui, lorsque les auteurs regardent l'impact sur la mortalité des patients qui ont une thrombose veineuse cérébrale, ils sentent qu'il y a un signal en faveur d'une surmortalité chez ces patients porteurs de thrombose veineuse cérébrale. Et puis, quand on regarde également l'impact à long terme, alors il y a des disparités dans la littérature, mais certaines études montrent que l'évolution avec l'évaluation du GAUSS, par exemple, du Glasgow Outcome Scale Extended, il n'y a pas de différence à 6 mois. Puis d'autres études un peu plus récentes qui, euh, qui suggèrent, en tout cas il y a un signal, même s'il n'est pas significatif, en faveur d'un peu moins d'indépendance fonctionnelle lorsque les patients développent une thrombose veineuse cérébrale au cours du traumatisme crânien. Donc un message important également, c'est que ces thromboses touchent l'ensemble des spectres du traumatisme crânien, c'est-à-dire que les cas les plus graves sont surreprésentés dans les populations d'études avec thrombose, mais ça touche également les traumatismes crâniens légers et modérés. Merci, merci pour cette réponse complète. Quel est l'impact de cette thrombose sur ces patients finalement? Bon, c'est vrai jusqu'à présent c'était un peu méconnu, probablement à cause d'une clinique un peu aspécifique, souvent des signes masqués par les troubles de vigilance et le coma des cas les plus graves, et peut-être également par les lésions cérébrales du traumatisme propre. Mais l'effet, en tout cas la physiopathologie, fait suspecter quand même il peut y avoir une aggravation des lésions. La thrombose veineuse cérébrale, lorsqu'elle survient, elle survient d'une part anatomiquement dans des zones proches des foyers de fracture osseux, ou dans des zones potentiellement comprimées par un hématome, qu'il soit extradural ou sous-dural, donc principalement sinus transverse, sinus longitudinal ou les zones de confluence. Lorsque cette thrombose survient, il existe une augmentation de la pression veineuse cérébrale en amont qui va conduire à une diminution de la résorption du liquide cérébrospinal et potentiellement une hydrocéphalie. Cette augmentation de pression veineuse va être suivie d'une diminution de la pression de perfusion capillaire et une augmentation du volume sanguin cérébral par stase veineuse, et tout ça va concourir à une diminution du débit sanguin cérébral, à de l'œdème cytotoxique, et puis in fine, dans certains cas, à l'infarctus veineux qu'on sait à peu près dans la série être de l'ordre de 7 à 18% d'infarctus veineux chez ces patients-là. L'autre élément qui survient, c'est une rupture de la barrière hémato-encéphalique. On pourrait y revenir un petit peu après, mais
Cette rupture de la BHE avec une augmentation de l'œdème vasogénique va concourir à de la suffusion hémorragique. Et là, c'est la même chose. En littérature, on a à peu près 11% d'incidence de cette suffusion hémorragique. Donc la conjonction et des diminutions de débit sanguin cérébral avec l'infarctus veineux et de la suffusion hémorragique va participer à l'augmentation de la pression intracrânienne et donc mener, dans certains cas, de l'hypertension intracrânienne sévère, voire réfractaire. Peut-être ce qui est intéressant de dire, c'est qu'en termes de physiopathologie, on est assez proche de ce qui se passe dans la thrombose veineuse profonde. On peut s'appuyer sur la triade de Virchow. On sait que dans les traumatisés crâniens et a fortiori les plus sévères, il existe une thromboinflammation qui va participer à un effet prothrombotique par une activation de la coagulation, de la microglie qui relargue des médiateurs de l'inflammation localement et de façon systémique, qu'il existe des lésions vasculaires et donc de l'endothélium suite au traumatisme, qu'il existe une rupture de la barrière hémato-encéphalique, et puis il existe cette stase veineuse, comme je l'ai décrite auparavant, avec des modifications de flux dans les veines par soit une compression, ça peut être de l'os, ça peut être de l'air, ça peut être un hématome intracrânien, ça peut être également des problèmes de pression systémique avec une diminution de la pression de perfusion cérébrale. Donc l'ensemble de la triade est impliqué potentiellement dans la génération d'une thrombose veineuse cérébrale post-traumatique. Et selon toi, quels sont les moyens pour faire ce diagnostic? Alors, euh, peut-être avant d'aller sur le diagnostic, je rajoute un élément sur les effets, parce qu'on a parlé des effets physiopathologiques. Cliniquement, on voit bien il y a potentiellement une aggravation de la mortalité et du devenir fonctionnel, comme je l'évoquais auparavant. En termes de diagnostic, c'est important de le faire, effectivement. Jusqu'à présent, les séries qu'on a à disposition dans la littérature ne sont pas systématiques en termes d'exploration de cette thrombose veineuse cérébrale et qu'on a des vraies disparités de méthodes pour pouvoir les identifier. La pierre angulaire du diagnostic, est radiologique. C'est le l'angioscanner cérébral veineux, un temps tardif, qui permet de clairement identifier les zones de défaut de rehaussement et donc d'absence de circulation dans les sinus veineux ou les veines corticales. Donc le scanner est très sensible, hein, et très spécifique. On est quasiment proche de 100% sur ces deux éléments. C'est très facile d'accès. On a une alternative quand un doute persiste, qui est l'IRM, l'angio-IRM, avec là également plus de sensibilité, puis surtout la capacité à identifier le retentissement sur le parenchyme cérébral. Dernière question, mais question un petit peu double. Comment on les prend en charge, ces malades? Avec comme première question, est-ce qu'il faut les traiter ou pas? Et si oui, qu'est-ce qu'on a comme arsenal thérapeutique? Alors cette population de patients traumatisés crâniens, bien sûr, le traitement repose sur deux axes. Le premier que tout le monde connaît, hein, c'est le contrôle des agressions systémiques, qu'elles soient locales ou systémiques d'ailleurs, l'optimisation de la pression de perfusion cérébrale, le maintien d'un niveau de pression intracrânienne satisfaisant, éventuellement de la chirurgie, d'évacuation d'hématomes ou de craniectomie décompressive dans les cas les plus sévères. Et puis le deuxième axe, c'est on va dire tout ce qui va concerner les médicaments antithrombotiques ou le traitement endovasculaire. Alors, on a extrêmement peu de données dans la thrombophlébite cérébrale traumatique, que des case reports, donc c'est difficile de donner des recommandations. Euh, on a quelques études quand même rétrospectives qui permettent de donner des orientations sur le traitement. Le premier, donc, on va parler de l'anticoagulation. Là, à nouveau, ce sont surtout des séries américaines avec, alors je vais pas vous les sauter en détail, mais de l'ordre de 150 à 300 patients avec thrombose veineuse cérébrale. Les patients qui sont anticoagulés ou d'ailleurs anti-agrégés, parce il y a des pratiques hétérogènes, lorsqu'on regarde ces patients à niveau de gravité à peu près, euh, avec des caractéristiques d'admission qui sont celles d'un traumatisé crânien, c'est-à-dire d'être plutôt des hommes jeunes, sans comorbidité particulière, on se rend compte que les patients sous traitement antithrombotique semblent avoir une mortalité plus faible. En tout cas, le fait de recevoir un médicament antithrombotique
a un effet protecteur en analyse multivariée. Quand on regarde les patients qui bénéficient de ces médicaments, en tout cas de ceux qui sont traités, hein, c'est a posteriori, ce sont les patients les plus graves, ce sont les patients qui ont des thromboses multisites impliquant au moins deux sinus le plus souvent, ou alors impliquant des zones de confluence, et en particulier le torculaire. Et puis ce sont les patients avec les niveaux d'intensité thérapeutique les plus élevés, c'est-à-dire ces patients anticoagulés ou antiagrégés sont ceux qui vont avoir plus de DVE, plus de monitorage invasif de la pression intracrânienne et la mise en place, l'utilisation pardon de la crânictomie décompressible. Donc je dirais difficile de résumer l'étendue de la littérature en quelques mots, mais en tout cas, on a l'impression que si on doit décider d'anticoaguler ces patients, plutôt les patients qui seront avec des niveaux de gravité les plus élevés, niveaux d'intensité thérapeutique les plus élevés, et donc des thromboses multisites qu'il va falloir rechercher. Et donc, euh, à nouveau, sur le point sur lequel je voudrais insister, c'est l'hétérogénéité d'évaluation des patients. Il y a probablement la place pour utiliser de façon un petit peu plus protocolisée l'angioscanner avec temps tardif, de façon à pouvoir mettre en évidence ces thromboses. Euh, à l'heure actuelle, donc, il n'y a pas de recommandation sur comment on les utilise. Les séries, à nouveau rétrospectives, montrent qu'il existe des patients qui vont spontanément recanaliser leur sinus thrombosé, qu'il soit occlus partiellement ou complètement. Et donc, finalement, la discussion sur quand est-ce que j'introduis l'anticoagulation, elle repose plus sur une discussion collégiale avec les collègues chirurgiens et sur la gravité du patient et le risque qu'on fait courir au patient à introduire un traitement antithrombotique. Il y a probablement également des questions qui se posent sur la dose à utiliser, sur le délai. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense que à partir des données que l'on a des études rétrospectives, il est important de pouvoir réévaluer précocement et régulièrement ces patients à haut risque hémorragique de façon à pouvoir statuer de la stabilité des hématomes ou des lésions intracrâniennes et de pouvoir décider d'un délai d'introduction des anticoagulants s'ils sont retenus. L'autre axe de traitement, c'est la thrombectomie endovasculaire. Et alors là, il y a encore moins de données que sur l'anticoagulation dans ce cadre-là. On peut s'inspirer de ce qui est recommandé dans les thrombophlébite cérébrales non traumatiques. On a des recommandations internationales, américaines et européennes, qui sont basées sur des méta-analyses, mais qui regroupent essentiellement des études à faible effectif, pas mal de case reports, et puis des pratiques très hétérogènes par centre qui utilisent parfois des antithrombolytiques in situ, des thrombolytiques in situ, pardon. Donc là, eux le réservent, ces recommandations réservent ce traitement endovasculaire aux patients qui sont d'une part avec une contre-indication à l'anticoagulation et d'autre part qui évolue, en tout cas avec une thrombose qui évolue malgré un traitement médical bien conduit. Donc pour la thrombose veineuse cérébrale traumatique, je pense que là c'est vraiment une discussion au cas par cas euh, avec le chirurgien, avec le radiologue sur les patients les plus graves malgré des traitements bien conduits, en particulier les patients qui ont éventuellement une HTIC difficilement contrôlable. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet et actualisé sur la prise en charge de ces patients victimes de thrombophlébite cérébrale post-traumatique. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup David, c'était un plaisir. Merci beaucoup à tous et surtout, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Pensez bien sûr à vous abonner.